Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 1030 qui a pour titre L'écho de l'impermanence des choses. Un chapitre qui, je vous l'avoue, était à moitié décevant pour ma part. En tout cas, la première moitié ne m'a vraiment pas plu. On va en parler tout de suite. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause. Ainsi, on rejoindra ensemble Loftel et on trouvera le One Piece à la fin de notre aventure. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre commence dans une salle du château de Nigashima. X-Drake et Scratchman Appo parlent sans que personne ne les voie. Appo est sûr que Drake est un espion de la marine, mais pour lui ça n'a pas d'importance étant donné la situation dans laquelle ils sont. Appo demande à Drake s'il veut vraiment tuer Kaido ou pas. Il lui propose alors une alliance temporaire pour rafler tout ce qui est en jeu à la fin de la guerre. En gros, ils n'appartiennent à aucun camp, mais à la fin, quand tous seront affaiblis et qu'un camp aura perdu, ils pourront entrer en jeu comme ce qu'avait fait Barbe Noire à Marineford d'une certaine manière par rapport à Barbe Blanche. Appo propose donc cette solution à X-Drake qui n'est clairement pas attiré par cette proposition au premier abord. Aux côtés d'Appo, on aperçoit qu'il est accompagné de 3 numbers, ce qui fait que X-Drake est en infériorité numérique. Donc s'il n'accepte pas la proposition de Appo, il sera probablement vaincu. Mais bon, le fait qu'il s'est allié directement avec Luffy et que s'il revient sur ses mots, je le considérerais comme un lâche. Par contre, s'il veut leur faire croire qu'il est d'accord avec leur plan et puis organiser lui-même quelque chose en douce, ce serait un autre point de vue sur le personnage qui réfléchit au moins avant d'agir. Le chapitre se concentre ensuite sur les escaliers entre le premier étage et le deuxième. On retrouve le groupe d'Usopp et de Nami qui tentent d'échapper à l'incendie, quand soudainement, ils entendent quelqu'un crier au monstre. Et alors qu'ils se préparent au combat, Usopp et Nami reconnaissent le bas du corps de Kinemon qui court devant leurs yeux. Kinemon appelle à l'aide et quand il se fait retenir par Usopp, il continue de parler sans pour autant entendre Usopp. Nami comprend que Kinemon ne l'entend pas et décide de dessiner la marque du croissant de lune de la rébellion avec ses doigts sur Kinemon. Ainsi, il comprend qu'il est en présence des alliés et dit qu'il a un service à leur demander. Ils se dirigent ensemble à l'aide du Gifter's Hamlet au grenier de la tour gauche. Dans cette tour, se retrouve Kiku qui est gravement blessé et le reste du corps de Kinemon. Kinemon est surpris de voir que son corps est coupé en deux et qu'il est toujours en vie. Seulement, il se dit que ça a un lien avec le fait que Law l'avait coupé auparavant et qu'il n'était pas entièrement retourné à son état initial avant que Law ne le découpe. Une information intéressante, même si je trouve le résultat facile. En effet, même si plusieurs fois je vous ai dit que j'étais sûre à 100% que les fourreaux n'étaient pas morts, ce n'est pas pour autant que je suis entièrement satisfaite de ce dénouement, où Kinemon qui a été coupé en deux a au final survécu grâce au pouvoir de Law. J'aurais préféré tout simplement que le dégât infligé par Kaido soit presque suffisant pour le tuer, mais qu'il le garde en vie comme c'est le cas de Kiku jusqu'à ce que quelqu'un vienne les aider d'eux-mêmes. Ici, je trouve ça facile que Kinemon a comme par hasard été coupé en deux par Kaido, au même endroit où Law l'avait coupé, lui permettant de survivre mais aussi d'aller appeler à l'aide. Après, ça reste une information intéressante dans le sens où c'était un aspect qu'on ne connaissait pas du pouvoir de Trafalgar D. Waterloo. Cela veut dire que toutes ces victimes qui ont été découpées par lui, décapitées même, seront protégées d'une certaine manière si le coup d'épée qu'ils reçoivent est au même niveau que la coupure que Law leur a infligée. Pour en revenir au chapitre, alors que Kinemon gît à terre, il entend la voix d'Orochi provenant d'Adendenmuchi. Orochi appelle Kanjuro et Kinemon pense au fait que Kanjuro est mort. Mais miracle, Kanjuro n'est pas encore à son dernier souffle et se voit attribuer une dernière mission par Orochi d'incendier le château. Franchement, je vous le dis déjà, ça m'a déçu à un point. Et ça me dérange vraiment qu'Oda n'arrive pas à faire tuer Kanjuro pour de bon. C'est trop. C'est arrivé 2 fois que les samouraïs n'ont pas su le tuer. C'est quoi cette incompétence de leur part? Déjà j'étais déçue la première fois, mais j'ai digéré la chose. Mais là je suis désolée, ça passera pas. Encore une fois, les samouraïs ne sont pas fichus de vérifier que leur ennemi est mort. Non, ils ont juste un mode de pensée débile où ils se disent que s'ils attaquent leur ennemi et qu'il saigne, ce que c'est bon, il est mort. Et quoi? On ne vérifie pas son pouls, son souffle, on le laisse encore vivre et voilà qu'il est à nouveau une menace pour l'Alliance. Je suis désolée, mais ça ne passe vraiment pas. Oda montre à travers ça encore une fois que les fourreaux sont débiles et incompétents. Et là, c'est le cas de Kiku et Kinemon qui ne sont pas fichus de confirmer la mort de Kanjuro. Déception à l'état pur. Surtout que sa dernière mission est d'enflammer le château, afin aussi de faire exploser l'île à cause des explosifs dans la pièce. Quelque chose dont aurait pu se passer Oda. Il y a déjà la menace de l'île qui va tomber dans les 5 minutes. Pourquoi ajouter un incendie énorme capable de tout faire exploser en moins de 5 minutes? Et pourquoi avoir décidé de confier cette mission à Kanjuro? L'incendie avait déjà commencé. Orochi aurait très bien pu amplifier l'incendie seul en mettant plus d'huile au sol pour que les flammes se propagent plus vite.
Mais non, on devait avoir ce dernier moment censé être émouvant entre Orochi et Kanjuro, mais un moment qui a encore une fois réduit les personnages de Kiku et de Kinemon à des personnages débiles. Je vois ça vraiment comme une blague. Pour en revenir au chapitre, tout le monde aperçoit les flammes, mais les combats ne s'arrêtent pas là. On voit que le CP0 quitte leur salle et ainsi on les imagine facilement s'échapper de l'île en utilisant le Geppo pour voler dans les airs. On voit aussi Marco, Izo et Kawamatsu qui sont en plein combat. Mais également on aperçoit en fin de page les 3 combats qui nous intéressent le plus, Sanji vs Queen, Luffy vs Kaido et Zoro vs King. Orochi rit sur le sort de ses ennemis et dit qu'il est au courant de l'arsenal dans le sous-sol du château et qu'une fois que le feu aura atteint la pièce, l'île explosera. Yamato est alors toujours en direction du sous-sol et espère arriver à temps. Mais il tombe sur sa route sur le combat qui oppose Big Mom à Kid et Law. Ils ne sont au premier abord pas dans une bonne position, mais soudainement on a droit à un petit flashback entre Law et Kid. Kid demande à Law s'il a éveillé ses pouvoirs et ce dernier répond à l'affirmatif en disant qu'il manque de pratique mais qu'il les utilisera au bord de la mort parce que ça lui demande une quantité extraordinaire d'énergie. Kid répond que c'est pareil pour lui et lui demande alors d'utiliser sa botte secrète pour le couvrir. Ainsi, de retour au présent, Law utilise une attaque sur Big Mom appelée Anesthesia et explique que son attaque fait naître une puissante vague énergétique à l'intérieur du corps de Big Mom. Law finit son attaque sur une onde de choc qui blesse Mama au point de la faire saigner. De son côté, Kid décide de magnétiser Big Mom. De cette manière, Napoléon lui colle dessus comme un aimant, et la même chose se produit avec les armes en métal de tout le monde. Mais Big Mom n'attire pas seulement les armes, elle attire également tous les métaux qui se trouvent autour d'elle. Ainsi, elle se retrouve au beau milieu de plein de métaux qui vont vers elle comme des poutres en acier par exemple. Kid se fait téléporter par Law pour éviter de se faire emporter avec elle et l'attaque de Kid se finit sur un crash qui met Big Mom à terre enterré sous les décombres de tous les éléments métalliques qui l'entourent. Avec ces attaques, Kid et Law sont sûrement au bout de leur force. Mais personnellement, je suis sûre que Big Mom n'est pas KO après ces attaques. Premièrement, ce serait trop rapide. Et deuxièmement, on connaît sa résistance naturelle. Oui, elle peut être blessée, mais ce n'est pas pour autant qu'elle sera vaincue. Ainsi, elle se lèvera sous les yeux étonnés, vaincue de Law et Kid qui ne pourront plus rien faire face à elle. Après, la question serait aussi de savoir si Yamato n'aura pas perdu trop de temps en étant arrêté par ce combat. Après tout, il doit passer par cette pièce pour aller au sous-sol. Et puis maintenant qu'on a vu le fruit éveillé de Kid, mais aussi de Law, on peut supposer sans surprise que Luffy éveillera également son fruit dans son combat contre Kaido pour ne pas être à la ramasse par rapport aux deux autres supernovas. Bien entendu, si Luffy n'éveille pas son fruit dans cet arc, ce n'est pas pour autant problématique tant qu'il a un power-up adapté face à Kaido. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, de la non-mort de Kanjuro, des fourreaux, mais aussi de l'éveil des fruits de Kid et Law. Utilisez votre acquis du likement si vous avez aimé la vidéo et donnez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.